Je t'en prie, installe-toi. Vous pouvez l'applaudir, effectivement. Euh, Guylain, vous êtes quelqu'un d'adorable, mais vous êtes surtout quelqu'un qui travaille chez RTL. Directeur digital des radios du groupe M6, oui, c'était mon accroche. Euh, Vous avez commencé votre carrière là-bas. Vous définissez peut-être comme un bébé RTL. Je suis plus trop un bébé maintenant, j'ai plus trop de cheveux, ou alors comme un bébé, mais oui, je suis effectivement un bébé RTL, mais surtout un bébé radio, parce que j'adore la radio, et je crois qu'on en a pas mal parlé de toutes les qualités de la radio. On n'a pas dit le mot imaginaire, moi c'est ça qui m'a plu quand j'étais petit, c'est tout l'imaginaire et toute la force de la voix. Et maintenant que je suis un grand, je vois aussi les forces économiques, on l'a dit avec le bureau de la radio sur l'impact sur les revenus et l'efficacité immédiate en com. On le voit sur toute la mobilité, le média de la mobilité. Enfin, il y a des dizaines de qualités. La confiance que les Français ont dans le média, je pense que c'est une force qui n'a pas changé. Il y a encore 73% des Français qui ont confiance dans la radio et alors notamment de l'IA, des deepfakes, des fake news, etc. C'est des qualités hyper importantes. Donc, je reste un passionné de radio et la radio, au final, elle n'a pas changé. Elle a changé dans ses modes de diffusion, mais pas dans ses qualités. Alors, M6 s'est réinventé récemment, réorganisé, notamment avec l'arrivée de Régis Ravanas. Euh, pour résumer, si vous deviez résumer cette réorganisation, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'elle était brillante parce qu'elle a permis de me nommer, mais non, c'est surtout, on est parti d'un principe que avant, il y avait un digital qui était séparé, même spatialement, il n'était pas dans le même étage, et c'était des équipes à part. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il ne fallait pas tuer le digital, mais il fallait le mettre partout. Donc, soit on dit qu'il n'y a plus de digital, soit on dit qu'il y en a partout. Maintenant, il y en a partout. C'est-à-dire que le directeur de l'information est en charge de ces programmes et de leur reprise digitale, le directeur des programmes également, le directeur des musicales également. Donc chaque entité produit ses programmes digitaux et s'en occupe. Ce qui est beaucoup plus efficace quand un directeur des programmes va voir Laurent Ruquier et lui dit est-ce que tu pourrais me faire un programme en plus. C'est pas le geek du digital jeune qui est un autre monde, c'est le patron des programmes. Et ça nous a permis en 2022, on a fait plus 47% sur les podcasts cette année-là avec cette réorganisation parce que du coup tout le monde s'est senti investi d'une responsabilité digitale. Dans le même temps, on a formé les équipes, toute la rédac, c'est plus de 120 personnes, a été formée pour le digital, pour connaître les bases du SEO. Ils ne sont pas tous devenus experts, mais il y a des référents, ils sont encadrés, ils sont aidés pour du coup que les programmes rayonnent au mieux sur le digital. Et ça a permis du coup que chacun remette le contenu au centre. C'est ça en fait la vraie révolution et c'est vraiment pas une nouveauté, mais dire que le contenu est roi, en fait, on l'a redit en se réorganisant en digital. Ça marche assez bien. On fait 30 millions de podcasts chaque mois sur RTL parce que du coup, c'est vraiment des experts du contenu et que le contenu soit écouté en podcast ou sur un transistor pas du Moyen-Âge, mais d'avant ou sur un autoradio, c'est la même force qu'il doit y avoir, c'est le contenu digital. Donc, ça a été ça notre stratégie, ça a été une stratégie contenu avant tout. Vous en avez un petit peu parlé, mais quels sont les grands résultats de cette réorganisation? Qu'est-ce que ça vous a apporté principalement? Bah, je l'ai dit sur l'augmentation du podcast et sur ce score ce classement de leadership des radios privées, en tout cas sur le podcast. Ça a aussi un impact financier, puisque l'année de la réorganisation, enfin entre 2020 et 2023, on a fait plus de 55% en revenus d'audio digital grâce à la régie. Donc c'est assez parlant et on n'est pas sur des petits volumes. Donc c'est significatif et ça prouve que ça a bien fonctionné de remettre l'audio au centre. Et ça nous a permis surtout de ne plus nous perdre. À une époque, au début, on a fait plein de podcasts très différents, natifs, sur à peu près tous les domaines, dans les années 2015 ou 2017. Et après, on s'est rendu compte en fait que la force de RTL et de toutes les radios, c'était le contenu. Et du coup, on fait surtout des podcasts, euh, des bonus, et on prolonge l'expérience utilisateur avec d'autres contenus. Par exemple, Parlons-nous, qui est une émission de psycho tous les soirs. On rajoute un inédit tous les soirs qui s'appelle Parlons encore, où on va plus loin, on fait des fiches pratiques de psychologie, on va dire. Ce podcast-là, il fait plus d'audience chaque soir que le replay de l'émission intégrale. Preuve qu'il y a une vraie attente des auditeurs. Et donc c'est ça qu'on a appris en remettant
les experts de la radio au centre du digital. Et moi, je ne suis qu'un humble petit tuyau qui me sert à diffuser ces contenus partout du mieux possible. On pourra en reparler après, c'est un nouveau métier qu'on apprend, mais voilà. Mais donc, c'est vraiment le contenu qui est de nouveau au centre. Donc on réfléchit contenu avant de penser distribution. Exactement. On réfléchit au contenu. Quand on réfléchit à la grille d'antenne, on réfléchit déjà à comment ça pourra dériver en digital. On a mis plus d'émissions de récits historiques avec Laurent Deutsch, par exemple, qui avait une hebdo, maintenant il a une quotidienne, parce qu'on voit que ça marche bien en digital. On a mis, je vous parlais de Parlons-nous, on a mis une émission en plus chaque semaine pour avoir plus d'inventaire digital. Donc on pense le programme, parfois on crée un contenu et on se dit on verra bien ce qui deviendra. Il va d'abord devenir un natif et après il viendra un programme estival, voire un programme de saison. Et on fabrique un contenu et après on l'adapte à son mode de diffusion. Par exemple, les replays de l'heure du crime, c'est une émission de crime qui passe tous les jours. C'est 3 millions 2, 3 millions 3 de podcasts chaque mois. Il y a l'émission à l'antenne, mais quand elle passe en replay, elle est retravaillée pour s'adapter au code du podcast. On enlève toutes les scories de l'antenne, c'est-à-dire les retours pubs, les lancements qui annoncent le flash, etc. Et on n'a plus que du récit. Et ça, au début, on ne le faisait pas. On faisait un peu du replay bête et méchant, début d'émission, fin d'émission. Maintenant, on retravaille tout pour avoir des émissions propres et qui correspondent bien au code du podcast. J'imagine que côté régie aussi, vous avez dû former les équipes, puisque côté business, vendre du replay, ce n'est pas la même chose que vendre des spots radio, c'est une autre mécanique. Oui, et déjà les équipes, au début, c'était des équipes mélangées. Là, à l'inverse de la radio, on a séparé pour avoir des équipes digitales vraiment spécialisées dans le digital et pour vendre le digital. Et ça marche fort. Et surtout, la régie fait un énorme travail d'évangélisation pour montrer aux annonceurs qu'on peut annoncer différemment en digital. Les podcasteurs natifs le savent bien avec le host read. RTL aussi en fait du host read. On l'a fait avec l'heure du crime, là encore l'émission de faits divers, et un livre de Harlan Coben chez Ditis. Plutôt que de faire une pub classique qui peut être moins créative que... Enfin, les pubs radio sont créatives, mais voilà. Enfin, encore plus créatives dans l'audio digital, avec des speaks très personnalisés. Ça, c'est très efficace, c'est pas ennuyant pour l'auditeur, c'est un vrai impact parce que c'est un média de proximité et d'émotion, donc en termes de mémorisation, ça marche très bien. Ça se vend plus cher aussi, ce qui n'est pas désagréable. Mais vous disiez que le marché doit encore évoluer et les gros annonceurs ont encore du mal à passer à ce format qu'on appelle le host read pour faire plus d'expérientiel pour le consommateur. Évidemment, alors il y a ma régie qui est là, donc il faut que je sois gentil avec elle, celle qui paye mon salaire, mais effectivement, aujourd'hui, les annonceurs, et ce n'est pas la faute de la régie, les annonceurs sont encore timides à recréer des spots spéciaux pour l'audio digital, mais ils s'y mettent de plus en plus. Et effectivement, ça demande une personnalisation, plus de travail pour les annonceurs de retravailler leurs spots. Donc, tout le monde ne le fait pas encore, tous les annonceurs ne le font pas, notamment les principaux, mais il y en a pas mal qui s'y mettent et qui font des créations ad hoc pour l'audio digital qui marchent très bien. Côté distribution, maintenant que vous êtes à fond dans l'audio digital, on l'aura compris, vous êtes désormais concurrent de plateformes comme Spotify. Est-ce que c'est une concurrence? Comment est-ce que vous naviguez avec cette concurrence? Est-ce que vous êtes à l'aise? Ben alors, il y a deux choses. Effectivement, on est en concurrence avec eux. Du coup, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. On a appris un nouveau métier qui est celui de la curation des données et de la mise en, non pas en forme, mais de la mise en avant éditoriale de ces données. Et on se renforce là-dessus. Notre équipe, elle a doublé en 2 ans sur l'animation de nos contenus. Et je ne sais pas, quand Robert Badinter décède, on va proposer, appeler ça une playlist ou un assemblage de contenus éditoriaux et pertinents autour de Badinter. Donc ça, on ne le faisait pas avant, on avait juste un flux linéaire de 24 heures. Maintenant, on fait ce contenu-là de curation et d'éditorialisation pour bien mettre en avant et le faire découvrir, comme le font les Spotify et autres. Donc on fait un peu pareil qu'eux, sauf qu'on le fait dans des conditions législatives ou dans un cadre législatif très différent et qui est peu équitable. On a des médias très régulés avec des quotas francophones, avec des mentions légales. Il peut y en avoir aussi sur Spotify, évidemment. Et donc, je n'appelle pas à moins de régulation, mais j'appelle en tout cas une régulation moins asymétrique et plus équitable partout. Parce que là, on joue à armes complètement inégales.
sur le service public aussi, il faudrait plus d'équitabilité. Je vais me faire plein d'amis. Bah, en tout cas, financièrement, oui. Quand on voit que les radios privées, je crois que c'est les 330 radios privées, se partagent des revenus publicitaires équivalents aux revenus des 7 radios de Radio France. Donc, en gros, c'est 650 millions pour Radio France, 650 millions pour les radios privées. Financement privé et financement public. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir aussi là-dedans pour plus d'équité. Pour terminer, les marques radio, ça peut être un repère intéressant dans un monde à la fois d'apparition de deepfake en vidéo, d'hyper choix pour le consommateur. Donc découvrabilité, c'est bien, mais quand il y a trop de contenu, ça sert à rien. Besoin d'expérience des consommateurs. Qu'est-ce que peut apporter vos marques radio en l'occurrence? Bah, je pense que nos marques effectivement sont des repères face à l'hyper choix, et on le voit d'ailleurs dans la consommation de replay aujourd'hui en France, c'est largement dominé par les radios. Certes, on produit plus, mais c'est aussi parce qu'on est référent, connu, qu'on peut proposer, on a la légitimité pour proposer des nouvelles expériences, et les auditeurs nous suivent là-dessus. Dans le débat actuel sur vous l'avez dit, sur les fake news ou les deepfakes, ces marques-là sont hyper utiles. Donc, on a non pas une carte à jouer, mais on a un avantage là-dessus, c'est notre crédibilité et la confiance que les Français nous accordent, aussi parce on peut s'appuyer avec de l'IA. Les collaborateurs RTL sont tous formés maintenant à l'IA, ou sont en train de s'y former, pour qu'ils aient des super pouvoirs. C'est pas pour faire mieux, plus rapidement, et pouvoir du coup avoir du temps pour faire plus, et de faire du meilleur contenu. Je m'égare. Donc on est formé à l'IA, mais du coup, face à l'IA, le meilleur renfort, c'est l'humain. Et donc nos équipes, notre rédaction, nos animateurs, nos contenus sont faits par des humains. Ils sont aidés par de l'intelligence artificielle pour faire des résumés, pour mieux distribuer nos contenus. Mais là où on sera toujours plus crédible, c'est que c'est des humains et qu'on des cerveaux derrière qui le font. Mais vous travaillez tout de même sur l'IA et vous allez peut-être annoncer des choses dans les prochains mois? Alors, on travaille sur l'IA, on va annoncer, pas tout de suite, mais dans les prochains mois, oui. Et c'était un peu ce qui était dit précédemment, notamment sur l'accessibilité, et notamment sur les personnes en situation de surdité ou malentendant, où là, l'IA peut offrir des potentiels fantastiques avec le text-to-speech. Donc, on y travaille, mais je reviendrai vous voir dans quelques semaines pour vous annoncer ça. Super, avec plaisir. Merci beaucoup, Guilain. De rien.